Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Parce que c'est vrai, on nous avait dit que vous seriez 12, peut-être 30. Donc je me présente, je m'appelle Michel Lejeune, je travaille à la direction informatique du courrier, donc la DSI, une des DSI de la Poste, où je fais partie de la gouvernance des projets du SI et où je suis plus particulièrement chargé de la transition agile à l'intérieur de l'entreprise. Afin de rester au plus près quand même des réalités, donc au-delà de l'aspect process un peu de mon métier, je coach des projets, certains projets agiles de la maison, et au cas particulier en fait du projet dont on vous a parlé aujourd'hui, je vais même jusqu'à assumer le rôle de Scrum Master, enfin Scrum Master à mi-temps, en l'occurrence sur ce projet. Voilà, on est venu à deux pour vous présenter ce retour d'expérience. Donc je vais laisser Jérôme, qui est chef de projet agile, le soin de se présenter. Je disais, je vais laisser à Jérôme, chef de projet agile, le soin de se présenter. Voilà. Non, c'est la digestion ou... Non, parce que pour dissiper aussi tout malentendu, vous avez vu les trois petites étoiles là, sur la session. C'est pas que la cuisine est meilleure, quoique la cuisine était très bonne, tout le monde a trouvé. C'est que c'est plutôt les gens qui sont un peu sensibilisés. Hein. C'est même marqué, je crois, confirmé, mais enfin, on va dire sensibilisés. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas revenir sur les fondamentaux de l'agile. Hein. Et puis c'est bien, finalement, vous n'êtes pas trop dans la digestion, vous réagissez. Donc c'est un retour d'expérience. Nous, on n'est pas venu raconter notre aventure juste pour... la raconter, c'est pour qu'il y ait un échange. Donc, n'hésitez pas à intervenir en cours de route, même si, normalement, on a un vrai quart d'heure à la fin pour pouvoir échanger. Voilà. Donc, comme on a quand même 173 slides à vous passer, je vais passer la parole à Jérôme tout de suite. Oui, donc bonjour à tous. Je suis chef de projet, je suis Jérôme Bataillé, chef de projet à la Poste. Désolé d'exister, Michel. Bon, donc je vais d'abord vous présenter notre entreprise, que vous connaissez, beaucoup vous croyez connaître, et ainsi que le contexte du projet. Donc le mieux pour vous parler de la Poste, c'est d'en parler en termes de chiffres. À la Poste, nous avons 4 métiers bien différents, à savoir le courrier, pour lequel nous travaillons avec Michel, l'enseigne, qui correspond à l'ensemble des bureaux de poste que vous connaissez tous, la banque postale, et la partie colis qui représente, que vous connaissez par exemple à travers Colipost ou Chronopost, pour la partie France. Le chiffre d'affaires de la Poste, c'est 20 milliards d'euros. Chaque année, il y a 1 milliard d'euros d'investissement. On est un peu moins de 280 000 collaborateurs. On est la première entreprise de France. Il y a 10 000 bureaux de poste, un peu plus de 10 000 bureaux de poste en France. Et le domaine dans lequel nous travaillons avec Michel, qui est le courrier, c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires de la Poste, donc un peu plus de 11 milliards d'euros. Et au sein, comme l'a dit Michel, au sein de la direction informatique, nous sommes 700 collaborateurs répartis sur 7 sites, à savoir qu'il y a des sites un peu plus orientés développement, des sites orientés plus production. Sur Montpellier, par exemple, nous sommes à côté de Euromédecine, Val d'Orène, nous sommes à peu près 250. Nous gérons 200 applications. Nous exploitons à peu près un peu plus de 4000 serveurs, donc pour 25% de sont virtuels. Et nous avons 50 000 postes de travail un peu répartis dans toute la France. Nous sommes également présents, il faut le noter, pour les étudiants qui voudraient nous rejoindre un peu plus tard, que nous sommes présents sur le terrain de l'innovation, puisque nous développons des solutions sur tout type de matériel, iPad et consorts. Donc, après vous avoir parlé de l'univers de la Poste, nous allons prendre une pilule rouge et rentrer dans la matrice. Donc le contexte du projet. Comme je vous l'ai dit précédemment, au courrier, donc nous avons un chiffre d'affaires à peu près de plus de 11 milliards d'euros, et ce chiffre d'affaires, à 95%, nous réalisons avec des entreprises. C'est pas avec les particuliers, mais c'est avec des entreprises. Du style La Redoute, par exemple, pour les plus connus, pour un de nos plus gros clients, ou par exemple en local, on va dire Groupama, Dell, etc. Et donc pour traiter avec ces clients, nous avons une force de commerciale assez importante. Et donc moi je travaille justement pour une de ces forces commerciales qui sont les commerciaux qu'on appelle face à face, donc les vendeurs qui vont voir les clients pour proposer les solutions du courrier, par exemple, et qui sont au nombre de 700 sur la France. Voilà.
Donc le constat de départ du projet, c'est de dire que ces commerciaux-là, on va dire, ils étaient un peu, pas has-been, mais ils étaient sous-équipés. Voilà, ils avaient vraiment des portables qui étaient transportables, donc ils n'osaient même plus sortir en clientèle. Et en parallèle, donc le métier, ce sont les personnes qui représentent les utilisateurs, voulaient que nos commerciaux soient plus productifs, c'est-à-dire qu'ils soient plus souvent sur le terrain et qualifient mieux l'ensemble de leurs données. Donc pour ce faire, on a décidé au courrier de les doter en fait de nouveaux matériels. Donc en fait, l'ensemble de ces 700 commerciaux ont reçu un nouveau matériel. Donc c'est le matériel Michel. Ouais. Donc c'est un ordinateur portable tactile avec une tablette qui se retourne, ce qui permettra au commercial d'être plus proactif en clientèle. Dessus ça, la partie technique de la DSI, en fait, ils posent, on va dire, des socles. Bon, ils ont mis Windows 7, des nouveaux services qui n'existaient pas du tout pour nos commerciaux. Ils n'avaient pas d'accès Wi-Fi, ils n'avaient pas de messagerie accessible sur Internet, etc. Donc c'est parti, on va dire, de loin. Donc ils sont contents, ça libère un peu l'énergie de nos commerciaux. Et plus précisément, on va rentrer dans le vif du sujet, donc d'une application qui s'appelle Trinity, qui a pour objectif de vraiment prendre en considération l'usage de nos commerciaux face à face et de permettre au commercial de travailler en mode déconnecté et de synchroniser en fait ces données quand il y a un spot Wi-Fi, Internet, etc. Donc le contexte du début du projet était le suivant. Donc notre DSI bien aimé est venu nous voir et nous a dit bon ben les petits gars, on était en janvier 2011, vous avez 5 mois pour nous faire ça sur un pilote de 11 commerciaux. Bon, très bien. Après, notre direction technique nous a dit bon là vous êtes dans un cas d'usage d'applications riches en mode déconnecté, donc ce serait bien que vous utilisiez la technologie FlexAir. Donc à ce moment-là, on commençait ce qu'elle veut dire manquer un peu d'air. Et puis pour couronner le tout, on nous a fortement recommandé, parce qu'il y avait déjà des expériences qui s'étaient bien passées au sein de notre direction informatique, de faire le projet en mode agile. Donc en fait, c'est là que l'aventure commence pour le projet Trinity. Et nous allons vous la compter avec comme fil rouge les différents protagonistes du projet. Là, je crois que c'est Michel. Alors, je suis sûr que vous avez déjà vu une bestiole comme ça rôder autour de vos projets agiles. Non? Ça vous dit rien? Si je vous dis que les spécimens à 3 têtes ont peut-être une durée de vie supérieure à ceux à 2 têtes, ça ne vous aide pas? Ah, pourtant, je suis sûr que vous avez déjà rencontré des product owners à plusieurs têtes, non? Alors les product owners, c'est déjà pas une bête facile à maîtriser, et puis son rôle est central dans un projet agile. Alors oui, j'ai oublié de faire quelque chose tout à l'heure, c'est de faire un petit sondage là. Les gens qui pratiquent déjà un petit peu l'agile, vous pouvez lever la main. Voilà. Et sur le nombre, ceux qui font du Scrum, parce qu'on va surtout parler Scrum aujourd'hui. Hein. C'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Ça tombe très bien. Ouais, donc je disais, le PO, c'est un personnage pivot du projet, et donc déjà difficile à maîtriser quand il n'a qu'une seule tête, et quand il a plusieurs têtes, on peut imaginer multiplier les problématiques, sachant que d'une manière générale, pour les PO multitêtes, parce que je suis presque sûr que vous avez déjà eu, encore une fois, affaire à des binômes de PO, c'est que les têtes ont envie d'aller dans des directions différentes, et puis le PO se déchire, quoi. Voilà. Donc, pour faire face à ce genre de situation, on a essayé d'imaginer un partage assez strict des responsabilités et du pouvoir de décision. Donc on a repris un peu bêtement le tableau commun, je dirais, des responsabilités d'un PO, et puis on l'a dispatché donc, sur nos 3 PO. Alors les 3 PO, je vais commencer par vous présenter un peu les 3 PO. Donc le premier PO, ce que je qualifie de PO principal, au sens où c'est elle qui fait l'acceptance, elle fait partie du métier, et puis c'est elle qui fait l'acceptance en fait de l'application, c'est Laurence. Alors Laurence, son nom de famille, c'est Désiré. Ça ne s'invente pas. Si vous rencontrez un PO qui s'appelle Désiré, méfiez-vous, ça peut remonter à plusieurs générations. Voilà. Donc Laurence, on l'aime beaucoup, on l'a très très peu vu sur le projet parce que son patron l'utilise à autre chose. Alors donc Laurence, elle est sur Paris.
Et ensuite, nous avons Isabelle. Alors Isabelle, avant son rôle, c'était ça s'appelait référente fonctionnelle. Donc aujourd'hui, elle est PO de proximité. C'est quelqu'un qui a la réputation de connaître le métier mieux que les gens du métier. Parce que vous savez, on est en France, donc d'une région à une autre, les commerciaux, ils ne travaillent pas toujours de la même manière. Et puis, ils ont encore une manière différente de la manière dont s'imagine la direction parisienne de ce qu'ils devraient faire. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui connaît à fond le métier. Heureusement, parce qu'avec notre PO principal qui n'était pas très disponible et sur place, ça n'aurait pas été possible. Et puis Jérôme, que vous avez déjà vu avec la casquette de CPI, eh bien, a joué aussi une partie du rôle de proximité, surtout sur les aspects, je dirais, cohérence du produit, ergonomie. Voilà, donc c'est les lignes qui sont en verte, qu'on a déjà réparties en fonction de la proximité, c'est-à-dire que les deux gens, donc l'équipe de développement était principalement, ou était amenée en tout cas, parce qu'au début c'était un peu équilibré, à être domiciliée sur Montpellier. Donc tout ce qui demandait une proximité avec les développeurs, on l'a attribué bien évidemment à Isabelle et Jérôme. Par contre, tout ce qui était groupe utilisateur, qui était plus facile le réseau ferré étant ce qu'il est en France, de réunir à Paris, c'est plutôt Laurence qui s'en est occupée. Voilà. Et puis ce qui était le plus important là-dedans, c'est que, donc ça c'est les lignes où il y a des oui en bleu, c'est que quand il y avait une décision, enfin quand il y a un pouvoir de décision à prendre, il n'était pas réparti sur plusieurs têtes. Il n'y en avait qu'une tête qui prenait la décision. Alors, ce qu'il faut quand même que je vous dise aussi là-dessus, c'est que pourquoi ça a bien fonctionné quand même cette affaire, parce que ça a bien fonctionné, c'est qu'il préexistait en fait entre Laurence, Isabelle et Jérôme une confiance et une connaissance en fait de projets précédents et voilà quoi. Donc ça a pas mal facilité les choses. Donc, comme vous avez pu le voir, au niveau des product owners, c'était l'abondance. Par contre, dès le début du projet, au niveau de l'équipe développement, eux, ils ont bien eu besoin de PO. Voilà. En effet, dès qu'on a démarré sur le projet, on avait deux développeurs situés à deux endroits sur deux technos différentes. Donc, nous avions Philippe, développeur sur Paris, et du PHP, et Olivier, développeur Flex sur Montpellier. Donc vous imaginez comme c'était difficile de faire les parties de playing poker à deux. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'intégrer au début du projet, dans les parties playing poker, en fait, le Scrum Master et les deux PO de proximité. En fait, on a considéré que comme c'était des personnes qui avaient fait du développement tout au long de leur carrière, on pouvait avoir comme ça une meilleure estimation. Pour faire face à l'éloignement du PO et d'un des développeurs, on a matérialisé le tableau de post-it en fait via le plugin, enfin, la présentation du plugin Greenhopper sur Jira, c'est ce qu'on utilisait en fait. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque daily Scrum meeting, en définitive, tout le monde avait sur son ordinateur la vision de ce mur de post-it. Bon, avec une fâcheuse tendance pour les gens à rester assis, donc le stand-down, on va dire. Et à faire autre chose. Voilà, faire autre chose, voilà. Du coup. Ce qui fait qu'en définitive, on a appris, dit à tout le monde de se relever, bon, c'est un peu militaire, mais d'être vraiment devant tout le monde devant son écran avec le tableau de post-it, on va dire, numérique. Donc faisons le zoom sur enfin, il y a plusieurs indicateurs, mais au moins sur un des indicateurs qui nous a énormément été utile dès le début. Donc dans le cadre des estimations qu'on a fait en points, donc il y a le panier poker avec, donc je le répète, les deux PO de proximité, au début les deux développeurs et le Scrum Master. Donc on a vu très rapidement dès le second sprint. Excuse-moi, il t'occupe pas. Dès le deuxième sprint, en fait, on a vu qu'on atteignait une vélocité de 250 points avec l'équipe. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on en a profité pour en fait estimer l'ensemble du backlog produit de notre V1 qu'on voulait sortir au mois de juin. Et à partir de là, on en a déduit le nombre de développeurs qu'on devait avoir sur le Alors je vais vous montrer parce que j'ai fait du refactoring hier soir de dernière minute et du coup il y a les animations qu'on sautait. Donc là les 250 points c'était au sprint 3. Hein. C'est ça au sprint 2 pardon, qui nous a permis
pour la V1, donc qui s'est terminée au sprint 4, et on le voit ici au sprint 4, de en fait doubler le dimensionnement de l'équipe Voilà, pour arriver à la V1. On est resté avec un développeur PHP seulement. Par contre, on a triplé l'équipe Flex. On est passé à 3 développeurs Flex par rapport à tout le backlog qu'on avait réalisé sur la V1. Donc ce qu'on peut dire, c'est rien qu'avec cet indicateur-là, ça nous a permis de dimensionner notre équipe et en fait d'avoir rapidement une visibilité dès le deuxième sprint sur la capacité de notre équipe à faire le produit dans les temps impartis, ce qui était très important pour nous. Donc voilà ce que je veux dire, et après je passe la parole à Michel. Ouais, alors les graphiques du bas, si vous voulez, on y reviendra tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué, tout ce qui est focalisation, tout ça. Si ça vous intéresse, on y reviendra pendant les questions. Ah bah si, la voilà, mais ça marche pas avec la souris, ça marche avec ça. Voilà. Alors, on se fait tous une idée un petit peu différente du chef. Alors le chef, c'est une question de contexte aussi, hein. C'est le bon chef au bon moment aussi, hein. Je ne sais pas si un de ceux-là aurait pu faire l'affaire sur Trinity. En tout cas, moi je savais donc, en fait dès le départ où j'ai accepté de faire le coaching et d'assumer le rôle de Scrum Master sur ce projet, c'est surtout le rôle de Scrum Master qui était pas évident à tenir à côté d'un chef de projet. Vous avez vu, Jérôme, c'est quand même pas tout à fait le genre timoré, donc j'ai longtemps hésité en fait, hein, pour voir comment on allait pouvoir concilier tout ça. Et voilà, parce que donc Jérôme avait, et je crois qu'a toujours en fait un peu du mal à savoir, à comprendre en fait comment une équipe peut fonctionner sans vraiment de leader, je dirais. Alors avec le recul, le Jérôme, je le vois un peu comme ça. C'est ressemblant quand même. Parce que en fait, oui, c'est un homme orchestre. Il faut savoir que quand je vous dis qu'il est directeur de projet, quand je vous dis qu'il est chef de projet, en fait, on devrait plutôt dire directeur de projet. Donc, ce qui correspond chez nous à quelqu'un qui s'occupe en fait de plusieurs projets. Donc, Jérôme, il s'occupait en plus de Trinity de 2 autres projets, donc qui étaient dans des phases, on va dire, différentes, hein. Moins chaudes, on va dire, mais enfin quand même. Et puis, alors on a fait le point là juste avant la présentation. On s'est aperçu que, de manière régulière, il avait quand même 3 réunions mensuelles et à peu près 5 réunions hebdomadaires, juste pour le projet Trinity. Et puis enfin, on l'a vu tout à l'heure, mais ça se déclenche tout seul. En plus de son rôle de product owner, donc ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'il animait aussi les ateliers de conception, qui s'occupait de préparer la mise en prod, parce que vous avez vu tout à l'heure, avec 200 applications en production, on n'arrive pas avec sa clé USB, hein, le jour où on met en production. Hein. Il y a tout un tas de choses à faire, à préparer en amont, et c'est un gros travail. Et puis il mettait même le nez dans le code, quand il y avait des problèmes d'optimisation. Enfin, il n'a pas codé vraiment, mais en tout cas, il mettait le nez dans le code, entre autres pour les questions d'optimisation. Voilà. Pardon ? Non, je croyais que j'avais... Il s'y retrouve ? Ouais. Voilà. Donc, en essayant d'analyser en fait comment ça avait marché cette affaire-là, en fait, il y a j'ai confirmé, enfin, 2 hypothèses en fait que j'avais depuis un moment sont confirmées. C'est que déjà, si vous appartenez à une organisation un peu importante, parce que donc moi j'ai cette réflexion depuis un moment, puisque là, vous avez vu, la Poste c'est un peu gros. Avant de pendre votre chef de projet, regardez si vous ne pouvez pas en tirer parti pour faire l'interface avec toutes les parties qui sont encore non agiles de l'organisation. Vous voyez, par exemple, faire face à toutes ces réunions. Ça, c'est la première chose. Et puis après, au cas particulier de Jérôme, je dirais que quand on le regarde un petit peu fonctionner, quand on le regarde prendre une décision, on s'aperçoit que, en général, il a exposé son point de vue, il a écouté ceux des autres, et puis que c'est seulement quand il y a un consensus qui se dégage, en fait, qu'il dit on va plutôt faire ça.
Donc en fait, c'est pas quelqu'un qui commande, c'est quelqu'un qui arbitre. Et ça, quelque part, je veux dire arbitrage plutôt qu'être directif sur les choses à faire, protection de l'équipe, parce que finalement, il protège l'équipe en assumant toutes ces réunions qui pourraient impacter l'équipe, c'est déjà une bonne partie du rôle de Scrum Master, je dirais. Voilà, donc je pense que globalement, moi j'ai eu affaire à quelqu'un qui fait partie de ces 30% de chefs de projet qu'on peut refactorer en Scrum Master, puisque c'est les chiffres soi-disant officiels. Et on a eu un peu de chance là-dessus, j'y reviendrai tout à l'heure sur le facteur chance. Michel. Donc notre coach agile, qui fait aussi office de Scrum Master sur le projet. Donc quand on m'a dit, il va falloir faire le projet en mode agile, donc je suis allé sur Wikipédia. J'ai regardé, je me suis renseigné, donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est un Scrum Master? Donc dans la littérature, je savais que c'est quelqu'un qui est là pour assurer le bon déroulement du sprint, qui est là pour prévenir de son équipe de tout problème, écouter, faire en sorte qu'il puisse travailler le mieux possible. Donc il est là en définitive pour qu'il n'y ait aucun élément perturbateur qui vienne handicaper l'équipe de travail. Bon, le problème c'est qu'au début, Michel, c'était un peu lui notre élément perturbateur. Voilà, en définitive. Et bon, il a quand même, il a joué son rôle de Scrum Master, il a fait en sorte d'organiser tout ce qui était cérémonie, sprint, etc., de mettre en place les bonnes pratiques. Et donc là où en fait on va dire qu'on peut considérer qu'il était pervers, c'est que dans son rôle de coach, il nous a fait accoucher des bonnes pratiques dans le cadre des rétrospectives. Donc là où on disait qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'il faut faire, des fois il nous laissait un petit peu dans le désarroi en se disant là effectivement leur produit était un peu pourri là, sur le Sprint 2. Donc un des exemples c'est de dire par exemple maintenant on va mettre en place les tests par les pairs, des choses comme ça. Donc, en fait, c'était le rôle de Michel, on est parti on va dire un petit peu de zéro en appliquant Scrum, et petit à petit avec son coaching nous a permis finalement de prendre des bonnes pratiques qu'on n'aurait certainement pas appliquées dès le début du projet, parce que je me serais dit oh là là, ça fait trop de choses, ça va pas être possible. Donc on peut dire que c'était Michel un coaching adaptatif et gagnant pour le projet Trinity. Donc dès le début il est arrivé avec un minimum d'outillage. Donc il est arrivé avec, vous voyez sur le tableau en fait, une itération type qui nous avait proposé, une itération type de 3 semaines qui se finissait en milieu de semaine, qui commençait toujours par un atelier de conception. Donc voilà, à partir de là, on a défini un plan produit. Actuellement, aujourd'hui on est au sprint 8 pour finir la semaine prochaine. Donc on avait un plan produit qu'on a affiché donc, dans tous les bureaux, avec également affiché dans les bureaux les objectifs qu'on s'était fixés dans le cadre des rétrospectives, les objectifs du sprint en question. C'est ça qui est oublié de dire, c'est les rétrospectives qui les ont perturbés beaucoup. La première fois, pour arracher à Jérôme 1 heure pour faire une rétrospective toutes les 3 semaines, ça a été un peu difficile. Ouais. Donc du coup, si vous rentrez dans nos bureaux, il y a affiché ça, plus les objectifs du sprint. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'on a fait une fois une pause lorsqu'on a sorti l'AVE entre 2 sprints, parce qu'on était un petit peu essoufflé quand même, il faut le dire, et qu'on a livré un sprint sur 2, donc ce qui est vraiment bien, puisque les utilisateurs qu'on a rencontrés tout le long du projet, qui faisaient partie prenante du projet, ont vu un sprint sur 2 arriver entre leurs mains, le groupe utilisateur. Donc on va dire que l'agilité est allée jusqu'aux utilisateurs. Donc je vous laisse Michel finir par les indices d'agilité sur le projet Trinity. Oui, alors, il y a environ 2 ans, on m'a demandé de donner mon avis sur le degré d'agilité de certains projets de la DSI. Alors j'étais un peu embêté, je ne savais pas comment qualifier ça. Donc j'ai essayé d'être le plus factuel possible et j'ai imaginé en fait d'analyser, j'en ai compté 18 pratiques de Scrum sur lesquelles j'ai posé 60 indicateurs. Et pour que ça puisse être lisible, j'ai rassemblé ça sur les 5 axes que vous voyez là. Voilà. Et maintenant, en fait, je m'en sers comme outil de dialogue avec les gens qui veulent faire de l'agile pour leur dire, voilà, ça tu veux faire, tu veux pas faire. Et donc avec Jérôme, en tout début de projet, on a fait cet exercice-là. Et puis on a donc visé
ce que vous voyez matérialisé par une ligne rouge comme niveau d'agilité. Donc on a été assez peu ambitieux, je dirais. Bon, de toute façon, on est limité, nous, structurellement, dans notre maison par ce que vous voyez matérialisé par la ligne bleue, c'est-à-dire que tout ce qui est colocalisation, puisqu'on est répartis, vous avez vu, sur 7 sites, c'est assez difficile. Et puis, je dirais, historiquement, tout ce qui est intégration des architectes et des qualifieurs à l'équipe, c'est aussi un petit peu difficile. Alors la bonne nouvelle, c'est que, et c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'on a un peu dépassé toutes nos expériences, enfin même pas un peu, je dirais, sur au moins 4 axes, on a assez largement dépassé les objectifs qu'on s'était fixés. Alors sauf pour les pratiques d'ingénierie où de toute façon, enfin on n'avait pas visé très haut, et puis de toute façon on n'est pas arrivé très haut, mais ça vient du fait en fait que pour nous c'était une techno nouvelle, Flex, donc on n'avait pas les outils, on n'avait pas les plateformes d'intégration, on n'avait pas tout ça. Et puis il y a un truc sur lequel, voilà, je dirais la décision est prise, on va dire, dans l'équipe, mais on n'a pas mis en œuvre, c'est tous les aspects test, en fait. Hein. On en faisait allusion tout à l'heure. À un moment donné, moi, quand j'ai parlé de test la première fois, j'ai pris une volée de tomates, c'était au sprint 2. Au sprint 4, quand on a commencé à s'apercevoir quand ça a commencé à couiner, parce qu'on passait beaucoup de temps à faire les recettes, j'ai rien dit. J'ai attendu le sprint 5 où ça a commencé à faire un petit peu mal pour remettre ça sur le tapis. Et du coup, on a la volonté mais aujourd'hui, on l'a pas fait. Mais enfin, en tout cas, là, c'était pour la V1, on était sur le vert. J'espère bien que pour la V1.2 ou la V1.5, on ira un peu plus loin. Et bon, pour ceux qui étaient là ce matin, vous avez vu tous les avantages qu'on peut en tirer. Voilà. Alors, pour conclure et en synthèse, on avait donc, comme vous l'avez vu, pas mal faut peut-être pas que je fasse ça, de freins en fait qui étaient là dès le départ sur ce projet. Hein, donc un PO à multitête, une PO principale qui était assez indisponible. On le savait dès le départ qu'elle n'allait pas être très disponible, elle a été encore moins que prévu. Une équipe qui était assez réduite tout au moins au début. Bon, de la dispersion, que ce soit technologique ou géographique. Et puis, malgré tout, un rôle de chef de projet qui était tenu. C'est quand même difficile d'avoir plusieurs casquettes, hein, quand même. Hein. Même si Jérôme, je dirais, elle est capacité de faire les deux. C'est difficile de savoir à quel moment on tourne sa casquette. Voilà. Et en face, on avait comme atout mon modeste coaching adaptatif. Et ça n'aurait pas dû faire le poids. Et pourquoi ça fait le poids ? Je dirais c'est à cause de la chance. Parce que on a eu un pourcentage d'acteurs d'acteurs sur le projet qui étaient vraiment performants, disons au-dessus de la moyenne, voilà, qui dépassait ce qu'on peut attendre en moyenne. Là, ça c'est la première chose. Et puis j'ai affiché les trois à la fois. Je pense que dès le départ, en fait, les gens qui étaient là sur ce projet, alors peut-être pas tous, mais après, vous savez, c'est contagieux, ces choses-là, les bonnes choses comme les mauvaises, avaient, je dirais, en eux, respect vers les autres, du courage, parce qu'il y en a qui ont travaillé le week-end, des moments où ça a été un peu difficile, et puis de la confiance surtout. Voilà. Et donc, en fait, voilà, ces valeurs que vous connaissez de l'agile, ils les portaient en eux, et donc ça n'a pas été très difficile. Enfin, depuis le début, peut-être pas la 1, parce que c'était un peu chaud, celle-là, on s'est engueulé, mais la 2, depuis la deuxième rétrospective, ce qui revient toujours à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'il y a comme bonne ambiance dans cette équipe. Voilà. Les gens sont heureux de travailler ensemble. Quoi. Ils sont heureux de travailler ensemble à cause de ça, je pense. Voilà. Donc, moralité de l'histoire, c'est que même si vous n'êtes pas, et puis de toute façon ça arrive rarement, même si vous n'êtes pas dans une position de pouvoir faire de l'agile idéal au départ, essayez quand même. Peut-être que la chance va vous amener, comme nous, en fait, des éléments qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin que vous pouvez. Et puis si jamais vous n'avez pas de chance, bon, il faut qu'il y ait un coach peut-être, mais le coach il est là pour limiter les dégâts et au pire il dira on arrête de faire de l'agile. Donc voilà, première conclusion, essayez quoi. Essayez sans attendre d'être dans le contexte idéal.
Voilà, la deuxième conclusion, sans laquelle, à mon avis, on n'aurait pas continué en mode agile, c'était vraiment le coaching. Le fait qu'on soit fait coacher nous permettait, on va dire, de se reposer sur quelqu'un pour pouvoir nous insuffler en fait la méthode Scrum. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, ce qui a permis qu'on continue sur le projet, en mode agile. Voilà, donc le slogan que je dirais en fait vis-à-vis du coaching, c'est avoir un coaching, un regard extérieur. Alors moi, je suis pas intervenant, voilà. Tu ne distribues pas ta carte à la fin. Si, j'en ai des cartes, mais je veux dire, voilà, moi je suis un intervenant interne, hein, je fais pas la pub. Je pense que c'est la garantie de ne pas trop se planter. Et puis c'est une chance pour aller beaucoup plus loin, comme si on est un peu aidé par les événements. Voilà. On est dans les temps, je crois, à peu près. On va pouvoir passer aux questions. Donc si vous avez des questions, allez-y. J'espère que vous en avez, parce qu'il y a un quart d'heure là encore. Et si, il y a un quart d'heure. Voilà, on a même peut-être été un peu vite d'ailleurs dans notre rythme. Mais... Vous êtes devenu coach par auto-formation? Vous êtes formé Alors moi, comment je suis tombé dedans? Je suis tombé dedans en fait. Alors moi, je m'intéresse à l'agile depuis 2005. Donc je fréquente des événements comme cela. Je participe en général pas mal aux ateliers. Ce qui fait qu'en 2008, quand à la Poste, on a décidé de faire un gros projet en agile, on m'a appelé à son chevet. Et là, ça a été une expérience, je dirais, un peu concentrée, puisque c'était un projet de 90 personnes, voilà, avec 5 ou 6 équipes Scrum, et j'ai été chargé en fait de mettre en place le coaching pour toutes ces équipes. Donc j'ai fait appel à 3 coachs. C'est là qu'il y a Luc Bizol que vous verrez peut-être tout à l'heure, qui faisait partie de cette bande-là. Donc j'ai co-coaché en fait avec 3 autres coachs qui avaient une expérience. Et je crois que c'est la seule manière d'apprendre, quoi. C'est de faire du pair coaching. Voilà. Et puis après, on progresse. Et du coup, dans l'organisation, il est là pour nous transmettre, on va dire. Et vous, côté Scrum Master, vous avez été certifié aussi ou c'est par le coaching seulement? Ouais, tout à fait. Moi, au début, quand on m'a dit que c'était méthode agile, je me suis dit, comme je savais que c'était Michel qui portait ça, j'ai dit, soit il vient avec nous, ou alors on ne fait pas. Parce que je sentais pas trop improviser. Voilà. Enfin, moi, je pense que c'est des choses qui ne s'improvisent pas trop quand même, l'agile. On pense toujours que c'est simple. Nous, on vient vous parler d'une sorte de success story quand même dans la maison, mais on a eu des échecs aussi. On a des gens qui pensent que sur certains projets, ou que l'agile, c'est juste de faire, se rencontrer les utilisateurs et les développeurs et de faire de l'itératif. Et c'est pas seulement ça. Une question, c'est peut-être plus pour Jérôme. Dans les aspects négatifs du projet, enfin les handicaps on va dire, du projet, vous n'avez pas noté, ça m'a frappé un petit peu le fait que tu avais sur les 2 casquettes de PO, enfin partiellement, et de Scrum Master. Enfin, et 3 oui, même casquettes. Alors, Scrum Master et PO, c'est dans les canons de Scrum, c'est typiquement quelque chose qui va tout à fait. Est-ce que ça, concrètement, ça s'est traduit par des choses que tu as pu constater, des freins Alors, disons, des freins, c'est que moi, je me sens pas dans la capacité de tenir tous ces rôles, en définitive. Et après la V1 qu'on a mis en place dès le mois de juin, j'ai demandé, Michel devait nous quitter, on va dire, et moi j'ai demandé à ce qu'il revienne en tant que Scrum Master également sur le projet, parce que c'était impossible pour moi de faire ces 2 rôles, et je me sens, on va dire, plus à l'aise dans le rôle de PO de proximité. D'accord. C'était un problème de disponibilité en quoi c'était difficile de gérer les 2 casquettes? Parce que j'ai l'impression en tant que PO de proximité d'être vraiment orienté sur le produit, et il me semble que ça interfère un peu avec la gestion, mais l'animation de l'équipe de développement. Ouais. Donc je fais vraiment, et puis c'est vrai que je pensais être un peu sous l'eau. Disons que je crois qu'en fait, peut-être de manière inconsciente, Jérôme a compris qu'en faisait de l'agile, il y avait un chef de produit, et il n'y avait plus vraiment de chef de projet, et que c'était à travers les décisions sur le produit, en fait, que c'est ça qui était important. C'était pas important de dire aux gens comment il fallait faire les choses, quoi. Mais ça s'est produit un petit peu naturellement, en fait. Voilà. Et sinon, ta question, c'était entre chef de projet et PO, je crois. Non. Scrum Master et PO. Effectivement, je vois que c'est 2 rôles qui ne peuvent pas
se jouer en parallèle. Enfin, Ils sont incompatibles. Voilà, tout à fait. Non, mais ça, c'est quelque Moi, chose. j'ai demandé à mon chef de prendre un Scrum Master à temps plein, il m'a dit non, donc du coup j'ai demandé à Michel s'il peut continuer avec lui. Ils sont devenus à mi-temps Voilà. et même pas certifiés. Et, au niveau RH, par exemple, comme c'est une grande entreprise, ça m'intéresse un peu de savoir comment, au niveau de la carrière, ça peut être valorisé, des choses comme ça. Ou c'est vraiment de l'expérience personnelle, ce que je pense doit être la vie toute seule. Ouais. Est-ce que Alors, je sais pas si je vais répondre bien à la question. Moi, en fait, comment dire? Maintenant, j'essaye la transition agile, vous avez un peu compris, par le bas. Parce que par le haut, ça n'a pas fonctionné. Parce que justement, à l'époque où j'ai voulu le faire par le haut, j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre aux dirigeants. Donc, je suis le N-2 du DSI. J'étais quand même bien placé pourtant pour lui parler. Ce que c'était que l'agile. Et puis, quand j'ai été voir celui qui était mon collatéral, presque, c'est-à-dire le directeur des ressources humaines, j'étais voir en lui disant... en plus, on avait un contexte particulier. Nous, juste à ce moment-là, on venait de faire une forte externalisation des projets. Donc, les développeurs, en fait, on les avait fait passer en chef de projet junior. Et puis, après, on est revenu dans l'autre sens. On a réinternalisé tout. Et on a dit au chef de projet junior, vous allez redevenir développeur. Et donc, forcément, ça posait un problème au niveau RH. Donc, je lui ai dit, moi, j'ai la solution. C'est que tes développeurs, tes chefs de projet juniors qui ont fait du développement il y a encore pas très longtemps, c'est sûrement des bons candidats pour en faire des Scrum Masters. Et donc, on pourra les payer, parce que finalement, ça revient à ça, comme un chef de projet. Et puis, ils pourront, et tout le monde était gagnant. Et ça n'a pas fonctionné. Voilà. Mais sinon, oui, bien sûr. La logique voudrait ça. Quand on est sur le terrain, on va dire, du projet, on comprend bien la nécessité d'avoir un Scrum Master. Moi, je le comprends bien maintenant. Et vu d'en haut, en fait, c'est des choses qui ont du mal à passer. Voilà. Bon, et puis après, après, nous, c'est même pas au niveau de la DCI de 700 personnes. Donc, on a un problème, c'est très difficile, en fait, pour nous, en fait. Déjà, c'est assez difficile de bien payer les informaticiens, parce que pour bien payer les informaticiens, il faut aller payer... faut changer les grilles de salaire de 270 000 personnes, quoi. Et justement, à un moment, toujours à peu près dans le même sujet, mais pour les développeurs, vous disiez qu'il y a un pourcentage d'acteurs performants. Ouais. Je suppose parmi les développeurs, ça veut dire qu'ils sont aussi investis dans le projet et tout ça. Ouais. Et eux, quel retour ils en ont de leur expérience Alors, est-ce qu'ils avaient fait d'autres projets agiles avant ou c'était leur premier projet agile? Vas-y. Ouais. Loris, je pense qu'il a travaillé chez Keep, un développeur de Steria qui travaillait chez Keepcore à un moment, donc il a fait un peu d'agile, je crois. Par contre, les autres personnes, non. Et eux, on va dire que c'est quelque chose qui a bien pris. Et parmi les choses, par exemple, qu'on a changé au fur et à mesure, au début, par exemple, moi j'étais très directif, je disais, ce story, ça sera toi, ce story, ça sera toi, voilà, par exemple. Il exagère. En fait, c'est pas vrai. C'est qu'au début, on avait des composants, en fait. Chacun était sur un composant. Donc, de fait, c'est naturellement, les choses se séparaient, quoi. Ça n'a jamais été comme ça, quoi. On a libéré dans le bon sens. Et ils se sentent beaucoup plus concernés par le projet. Je dirais que maintenant, c'est des développeurs engagés. Maintenant, ils choisissent leur story depuis le 5e sprint, je crois. Mais on a attendu un peu d'avoir la tête moins dans le guidon, quand même. Par rapport à d'autres projets sur lesquels j'ai pu travailler, c'est vrai qu'ils sont plus heureux. Je pense qu'ils sont plus heureux qu'avant. Et puis, ils font du binomage, pas mal. Voilà, Moi j'ai une question par rapport à... Là c'est sur un projet qui concernait une dizaine de personnes, acteurs. Ouais, même pas, ouais. Ouais. Et par rapport au retour d'expérience du projet qui était sur 90 personnes, est-ce que c'est... Non, mais... Est-ce qu'il y a une notion de taille? Donc, sur le projet de 90 personnes, déjà, il y avait 7 équipes Scrum, ou 6, je ne sais plus. Enfin, ça changeait un peu. Et puis, il y avait des Scrum de Scrum. À l'époque, les coachs qui nous ont accompagnés, ils avaient regardé un peu dans les annales. Il y avait l'armée américaine qui avait fait ça. Des trucs comme ça, si compliqués. Et l'armée américaine, pas la même discipline que la Poste. Hein, d'accord ? Donc au début, je le sentais très mal. Bon.
D'ailleurs, ça a assez mal marché. Enfin, ça a marché très bien sur une équipe, assez bien sur une autre, et toutes les autres, ils ont arrêté de faire de l'agile. Enfin, ils faisaient de l'agile, je dirais, de façade. Donc, c'est vraiment important de respecter un nombre maximum de 6-7 personnes par équipe. Après, il faut savoir que quand on a un gros projet, soit on le découpe vraiment fonctionnellement en deux projets qui peuvent évoluer d'une manière complètement, je dirais presque, enfin, le plus indépendante possible, ça c'est l'idéal. Soit après, dès qu'on est obligé de faire un scrum de scrum, enfin, voilà. Il y a des gens qui vous expliqueront, si vous allez à l'XP Games, les relations, la complexité des relations en fonction du nombre de gens, c'est vrai que ça fonctionne de manière exponentielle, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la question. Ouais. Pas complètement. C'était. Vas-y, refais-la ta question, parce que il me semble que j'en ai loupé la moitié. C'est une relation en fait entre la taille et. Ouais. D'avoir des équipes qui fonctionnent en Scrum à côté d'équipes qui ne fonctionnent pas en Scrum. Ah oui, non, mais ça fonctionne bien. Est-ce que ça, des fois. Il n'est pas là, non. On aurait pu avoir un témoignage en direct. C'est-à-dire que étendre ça à toute une entreprise, par exemple. Ah non, mais alors attends. Si ça c'est la question, enfin peut-être notre directeur en parlera ce soir. Nous, on ne pense pas. C'est vrai que quand j'ai dit de parler de transition agile, il y a pu avoir confusion, que tous nos projets sont éligibles à l'agilité. D'accord ? On ne veut pas faire transformer toute la boîte pour que tout le monde fasse de l'agile. On sait très bien que non, ça concerne peut-être de 10, 20, 30% de nos projets, mais pas tous. Voilà, si je veux compléter le truc. Après, on sait que on a des parties qui sont non agiles dans l'organisation, du côté de la mise en production, par exemple. Ils ne sont pas habitués à ça. Et ça nous pénalise beaucoup. Alors, ça ne nous a pas pénalisé beaucoup, parce que dans le cadre du projet Trinity, c'était un projet qui était sous la houlette du DSI, et donc on avait un mot magique à chaque fois qu'il y avait des freins, quoi. Enfin, Jérôme. Mais c'est vrai que c'est un problème, les parties non agiles de l'organisation. Et il y a une taille limite, quoi. Quel est l'intérêt de rester debout devant un écran ? C'est que tu t'es loin du clavier et tu peux pas continuer à coder ou à faire tes mails, c'est tout. Non, mais c'était ça le problème. C'est que c'était, tu sais, Greenhopper, pouf, tu calmes. L'attention des gens. Voilà. Parce que ça partait un petit peu en live. Voilà, notre PO avait toujours un dernier mail à faire, et enfin, tapait son mail pendant que les autres parlaient, donc, et puis celui qui avait lancé sa compilation qui tombait sur une erreur, il voulait coder, c'est tout. Alors après, moi je ne fais pas l'apologie de ce genre d'outils. C'est mieux un mur d'information physique avec les gens qui se rencontrent, tout ça, mais nous on ne pouvait pas faire autrement. J'ai longtemps été contre un peu ces outils-là, même s'ils sont très bien faits, c'est assez pratique. Voilà, il n'y a pas la relation humaine qu'il y a devant un mur. S'il y a encore du temps, vas-y David. Question à laquelle tu t'attends, Michel. En matière de conception, dont tu nous parles. Ça, voilà. Ouais, c'est vrai que de ta part, je pouvais m'attendre qu'à ce genre de questions. Comment répondre à ça ? Comment dire ? On est parti, on va dire, sur une espèce de... Enfin, on est parti en fait sans conception. Voilà. On s'est dit, quand on commencera à avoir besoin de penser à de la conception parce que l'application commence à devenir être touffue, ou de faire des diagrammes pour pouvoir échanger entre les gens, on le fera en fait. Voilà. Bien sûr, on est parti sans rien. Et puis, je dirais que en fait, on résout le problème parce qu'aujourd'hui, la conception elle est dans la tête des gens en fait. Mais ça marche parce qu'il y a une toute petite équipe. On a commencé on s'est donné les moyens en fait d'avoir des outils pour le faire, mais aujourd'hui, on les a pas beaucoup utilisés. Donc, on a un modèle, je dirais, métier qui est relativement simple de toute façon. Mais non, il faudrait on pêche de ce côté-là, je pense. Mais encore une fois, c'est une petite... on utilise un wiki, en fait. On a une conception, je dirais, littérale. Voilà, on a une conception littérale. Mais on n'a pas de diagramme, on n'a pas de machin. Mais ça commence à venir. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est dessin au mur, là, on a décidé tu sais, les dessins qu'on fait au tableau, et que tu comprends que si
as la personne qui dessine en même temps. Parce que si tu arrives dans la pièce 2 heures après, tu comprends rien de ce qui se passe. Ça, ces dessins-là, comment on appelle ça? L'engagement qu'on a pris, c'est de les retraduire sous une forme ou une autre. Voilà, soit de manière littérale, soit dans un dessin. Mais c'est pas de la modélisation UML, quoi. C'est ça ta question. Voilà. Oui, ben... Merci.